Oui, alors votre question, pourquoi est-ce que la physique comprend tout à l'envers, montre bien que vous avez déjà compris. D'ailleurs, c'est normal puisque on a passé beaucoup de temps à expliquer euh, pourquoi le mental voit forcément les choses à l'envers. Et donc créer des théories qui décrivent les choses à l'envers, à l'inverse de ce qu'elles sont réellement. D'ailleurs, c'est connu depuis la nuit des temps aussi que la métaphysique est à l'envers de l'apparence réelle, de l'apparence de la réalité. L'illusion est à l'inverse de la vérité. Donc, naturellement, la physique qui s'occupe des effets, qui observe les choses, qui observe le côté physique des choses, va forcément voir les choses à l'envers. Parce que la première chose qu'elle fait, c'est observer la matière, c'est-à-dire observer ce qu'elle croit extérieur. N'est-ce pas? C'est trop drôle, puisque depuis la nuit des temps, on sait que rien n'est extérieur et que tout est à l'intérieur de l'être. Et donc, ce n'est pas l'extérieur qu'il faut observer avec des outils de mesure, etc., comme on le fait, mais c'est soi, c'est l'intérieur. Et quand je montre mon corps, c'est une façon de faire, mais c'est faux. Soi n'est pas le corps. Le corps est dans soi, dans la conscience. Et donc, la conscience n'est pas du tout dans la tête, n'est pas du tout dans le cerveau, n'est pas du tout, etc. On le sait, c'est clair, c'est démontré, c'est certain, il n'y a pas à revenir là-dessus, même si vous pouvez toujours avoir besoin de redémontrer toujours les choses pour bien vous en imprégner, c'est normal, mais le problème ne se pose plus. Effectivement, euh, il n'y a pas d'extérieur. Et puisqu'il n'y a pas d'extérieur, utiliser des outils physiques pour observer ce qu'on croit physique fait voir les choses à l'envers. C'est normal. Alors, des exemples, oui, des exemples, il y en a, ils sont légion, mais vous les connaissez aussi. Par exemple, on croit à l'expansion de l'univers. Bah oui. En fait, c'est croire à l'expansion de l'espace. Alors que la réalité, c'est l'expansion du temps. C'est pas du tout l'expansion de l'espace, c'est l'amour qui est en expansion permanente. Et c'est-à-dire le temps. Et parce qu'on voit les choses à l'envers, on va croire que c'est l'espace qui est en expansion. Mais c'est notre poursuite permanente du but qui donne cette impression. Mais bon, ce n'est qu'une impression. Et tous les arguments, toutes les observations qu'on a pu faire qui semblent démontrer que l'espace est en expansion sont toutes extrêmement sujettes à caution, n'est-ce pas? Aucune ne tient la route si on les analyse véritablement. L'effet Doppler-Fizeau qui est utilisé pour rendre compte du décalage vers le rouge des galaxies lointaines et que plus on les regarde de loin, plus elles sont décalées vers le rouge, qui fait croire qu'il y a une expansion accélérée de l'univers, parce que l'effet Doppler-Fizeau, c'est quand un objet se rapproche, les ondes se concentrent et donc le son est de plus en plus aigu, et puis dès qu'il s'éloigne, les ondes s'allongent et donc le son est de plus en plus grave, ça fait comme une voiture de course ou n'importe quoi, peu importe. Et donc cet effet de Doppler-Fizeau ne s'applique absolument pas à la lumière des galaxies, ça, il n'en est pas question une seule seconde. C'est une facilité, c'est une hypothèse qui ne repose sur rien, qui n'a pas de sens. Il n'y a pas du tout d'expansion, d'éloignement des galaxies lointaines. Euh, la cause de cette soi-disant expansion de l'univers, de cette apparente expansion de l'univers, de cet apparent décalage vers le rouge, a bien d'autres causes. Et il a une autre signification, une toute autre signification, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et oui, et d'ailleurs, il faut remarquer qu'un nombre non négligeable de galaxies ont un spectre décalé vers le bleu. Ce qui voudra dire, dans l'interprétation classique, elles se rapprochent de nous. Bon, c'est quand même gênant. Mais en général, on n'en parle pas. Les astrophysiciens ne parlent pas beaucoup de cela.
La physique voit les choses à l'envers. Je ne dis pas la science, bien sûr, je dis la physique, puisque la physique, c'est la science à l'envers. Elle voit les choses à l'envers, donc par exemple l'expansion de l'univers, elle croit que c'est l'expansion de l'univers, en réalité c'est l'expansion de l'amour, c'est-à-dire du temps. Ah oui, si vous n'avez pas compris que le temps et l'amour c'est une seule et même chose, on vous le réexpliquera, on vous le redémontrera. D'ailleurs, même Philippe Guillemont est tout à fait d'accord avec ça, et c'est un physicien du CNRS, et ça me fait plaisir qu'il soit d'accord avec ça, mais il y en a d'autres, bien sûr, qui sont d'accord avec ça. Encore pour cela, faut-il comprendre ce que c'est que l'amour et ce que c'est que le temps, bien sûr. Bah oui, évidemment. Tant que ces choses-là ne sont pas réglées, on, on est un peu perdu dans les concepts, on mélange tout. Alors, un autre exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Bah, on croit, en principe, en général, que l'esprit vient de la matière. Ah oui, c'est habituel, vous avez entendu parler de ça. La matière évolue et puis ça donne l'esprit, au bout d'un moment ça donne la vie, puis ça donne l'esprit. Ah oui, évidemment, c'est exactement le contraire, puisque c'est démontré aussi depuis belle lurette, et c'est absolument incontestable, incontournable, c'est l'esprit qui engendre l'effet de matière. D'ailleurs, à force d'étudier les choses, même avec des outils physiques, on finit par se rendre à l'évidence, et en mécanique quantique, on se rend bien compte que l'acte d'observation est premier, que c'est l'acte d'observation qui donne leur réalité à toutes ces particules atomiques et par conséquent aux étoiles et aux planètes qu'on voit dans le ciel. Hein. Faut pas se leurrer, c'est la même chose. Donc on finit quand même par s'en apercevoir lorsqu'on étudie l'instant présent. À force, dans les accélérateurs de particules et tout ça, on finit par se confronter à l'instant présent. Et dans l'instant présent, il y a la vérité. La réalité, elle est là. Donc évidemment, tout le reste s'écroule. Toutes les autres façons, interprétations théoriques n'ont plus de sens dès l'instant qu'on se met dans l'instant présent, puisque dans l'instant présent, on voit les choses à l'endroit, alors que dans la physique, on voit les choses à l'envers. Alors d'autres exemples, bah, il y en a des quantités. Hein. Il y en a qui sont très rigolos et qui sont très... par exemple, la physique est convaincue que le champ magnétique de la Terre est créé par la rotation du noyau. Que ça fait une dynamo et que ça crée l'électricité et que ça crée un champ magnétique de la Terre. Pas du tout, bien entendu, c'est exactement l'inverse. C'est le champ magnétique de la Terre qui engendre la rotation du noyau. Et si on n'a pas compris ça, évidemment, on ne peut pas comprendre pourquoi la Terre tourne. Les physiciens ne savent pas du tout pourquoi la Terre tourne. Et ils ne sont pas prêts de le comprendre tant qu'ils ne comprendront pas que la Terre est un aimant complet avec ses deux polarités magnétiques et que son champ magnétique est tout à fait normal. Et que c'est grâce à ce champ magnétique qu'elle tourne en rotation sur elle-même, en synchronisme avec le Soleil et en translation orbitale autour du Soleil, et ainsi de suite. Et en relation avec la Lune, etc. C'est le champ magnétique qui produit tout ça, et rien d'autre. Et c'est le champ magnétique qui fait la rotation du noyau en synchronisme avec le noyau du Soleil, qui lui tourne à la même vitesse que la Terre, à la même vitesse que la Terre, ou avec un multiple ou un sous-multiple compatible avec le synchronisme, avec la vitesse de la Terre, et pas du tout la surface. La surface est trop grosse pour pouvoir suivre ce rythme, donc la surface est beaucoup plus lente, et c'est pour ça qu'on voit la surface du Soleil tourner en 28 jours au pôle, en 35 jours à une latitude de 40 degrés, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, il y a des vitesses différentes de la masse du Soleil qui n'ont rien à voir avec la vitesse du noyau, et qui sont d'ailleurs, ces vitesses différentes, la preuve que le noyau ne tourne pas à la même vitesse que la surface. C'est très important, mais c'est normal. Ce serait évidemment tout à fait inexplicable avec les théories actuelles, comme la théorie du Big Bang, qui aurait envoyé le Soleil sous une seule masse, ou la Terre sous une seule masse, comme ça. Dans ce cas-là, si d'aventure il y avait une raison pour que le Soleil tourne sur lui-même, il tournerait à la même vitesse partout, à toutes les latitudes. Évidemment, le noyau tournerait comme le reste, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est produit. La rotation s'est faite progressivement, lentement, entre les deux noyaux de la Terre et du Soleil, mais aussi du Soleil et des autres planètes du système solaire, et en relation harmonique avec les autres centres de la galaxie, les autres noyaux de la galaxie, du Soleil central, etc. Et c'est cette rotation synchronisée qui n'a pas pu entraîner la matière à la même vitesse, donc il y a des frottements qui se produisent, une liquéfaction qui se produit parce que ça freine, ça frotte, et ça se réchauffe et ça devient lumineux. Et c'est comme ça que le Soleil brille. Alors évidemment,
encore une chose que les physiciens voient à l'envers, ils s'imaginent que le Soleil se refroidit et que la Terre est arrivée chaude et qu'elle se refroidit. C'est exactement l'inverse. Le Soleil était froid et il s'est réchauffé, de même que la Terre était froide et petit à petit, le magma s'est réchauffé et a commencé à devenir liquide, mais pas suffisamment parce que la masse est insuffisante, donc il y a une croûte terrestre qui est solide et qui, elle, est en contact avec le vide cosmique et qui donc a pu rester solide. Pour le Soleil, ce n'est pas le cas. La masse est trop grosse, donc les frottements sont trop puissants et il n'y a pas de croûte. Mais toutes les planètes telluriques sont comme la Terre, n'est-ce pas? Elles sont commencées froides, elles se sont réchauffées progressivement, elles ont en leur sein un peu de magma, généralement. Plus ou moins de magma, d'ailleurs. Il peut y en avoir beaucoup, il peut y en avoir pas beaucoup. Voilà, c'est encore un signe du fait que la physique voit les choses à l'envers, comprend les choses à l'envers, et c'est bien normal, donc, puisqu'elle n'a aucune idée de ce que c'est que la nature d'une particule atomique ou de la nature d'une planète. Elle ne sait pas que ce sont des aimants, que seul le magnétisme régit leurs mouvements. Elle n'est pas capable d'expliquer les mouvements d'une planète. Donc elle va croire que les mouvements viennent de l'extérieur alors qu'ils viennent de l'intérieur. Elle va croire que l'eau, c'est très intéressant. Elle s'imagine que l'eau vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Il y a de l'eau sur la Terre, alors elle se gratte la tête, elle se dit, ah ben, ça doit être les météorites de glace ou les comètes qui tombent sur la Terre. Soit dit en passant, c'est absurde, puisque une comète ne tombera jamais sur la Terre, aucune comète n'est jamais tombée sur la Terre, ni sur le Soleil, elle les contourne évidemment, sinon ce ne sont pas des comètes. On peut parler d'astéroïdes, oui, on peut parler d'astéroïdes qui peuvent être constitués de glace, pourquoi pas? Beaucoup sont constitués de mélanges de glace, de poussière, de roches, de ce que vous voulez. Et donc, évidemment, en rentrant dans l'atmosphère, cette eau peut s'évaporer. Elle peut être sublimée subitement et retomber, pourquoi pas en pluie ou en eau. C'est tout à fait insuffisant. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a en sous-sol, sous la croûte terrestre ou dans la croûte terrestre, beaucoup plus d'eau qu'il n'y en a en surface. On le sait maintenant. La Terre contient beaucoup plus d'eau en sous-sol qu'elle n'en contient dans la surface. Il faudrait qu'on m'explique quand même comment des météorites qui sont tombées sur la Terre ou la pluie qui est tombée sur la Terre a pu faire de l'eau, des nappes d'eau en sous-sol à ce point-là. Oui, bon. On pourra toujours dire que c'est passé par des crevasses ou machin. Bon, ok. Mais c'est pas, c'est absurde parce que on sait d'ailleurs, chaque fois qu'on étudie une planète, on trouve de l'eau. Il n'y a pas d'exception. On trouve de l'eau sur Pluton, de la glace d'eau. Sur le satellite Charon de Pluton est pleine de glace. Pleine de glace. C'est pas du tout les météorites qui ont produit la glace de Charon. Mars, on vient de découvrir ça, il y a peu de temps là. On vient de découvrir que sous la croûte de la planète Mars, il y a énormément d'eau. Énormément d'eau. Et à une grande profondeur. C'est pas à 10 cm ou à 3 mètres, c'est à des centaines de mètres en profondeur que se trouvent ces quantités d'eau considérables. Bon, il y a un moment, il faut arrêter avec les bêtises. Il y a un moment, il faut se rendre en évidence. L'eau des planètes ne vient pas de l'extérieur. Et ce phénomène d'eau souterraine, on va le retrouver partout. Dans toutes les planètes qu'on ira explorer, on trouvera cette eau souterraine, c'est absolument certain. Ça ne peut pas être autrement. Mais on le sait qu'une fois qu'on a compris comment naît l'eau. L'eau, elle naît de la condensation liée à la rotation du noyau par frottement avec les couches telluriques de la planète en question. Ce frottement liquéfie les choses, ce frottement échauffe. Et de cet échauffement s'évapore de la vapeur d'eau, beaucoup de vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle ressort par les geysers. Ce sont les geysers de la Terre qui ont produit les océans. Les geysers des volcans. C'est l'eau volcanique, c'est l'eau qui vient du sous-sol, qui sort et qui produit les océans. Mais beaucoup d'eau qui reste en sous-sol, qui ne sort pas, n'est-ce pas? Et c'est vrai pour toutes les planètes qui ont de l'eau en surface. Et on le trouvera partout. Et au bout d'un moment, on se dira, bah, c'est quand même la règle, c'est quand même bizarre qu'il y ait de l'eau partout. Ben oui, il y a de l'eau partout, qu'est-ce que vous voulez?
C'est normal puisque tous les noyaux tournent en synchronisme et que bien souvent la masse de la planète est trop grosse pour pouvoir suivre le rythme très rapide de la rotation du noyau. Et donc ces frottements, cet échauffement, cette magmatisation de la planète va de soi dans un très grand nombre de cas. Il faudra se rendre à l'évidence, cela produit de l'eau. Et bon, il peut arriver que des planètes tournent d'un seul bloc. Euh, bon, Mercure, semble-t-il, n'aurait pas d'eau, semble-t-il. Mercure serait une planète d'un seul bloc, elle n'aurait pas de magma, peut-être pas. Et c'est probable. Ce qui nous fait dire que Mercure n'a pas de magma, c'est tout simplement qu'elle ne tourne pas en rotation sur elle-même, et elle ne peut pas tourner en rotation sur elle-même. Si elle ne tourne pas, c'est parce qu'elle ne s'est pas synchronisée avec le Soleil. Et si elle ne s'est pas synchronisée avec le Soleil, c'est parce qu'elle a été capturée par le Soleil au moment où le Soleil tournait déjà sur lui-même. Et donc elle n'a pas pu synchroniser la rotation de ses polarités, parce que le Soleil tournait trop vite. Et donc elle s'est mise à se balancer comme ça, et certainement pas, et en montrer toujours la même face, comme la Lune par rapport à la Terre, et certainement pas de se mettre à tourner en synchronisme avec le Soleil. Ce qui ne l'empêche pas de rester en attraction, parce que le balancement suffit à maintenir cette attraction. Cette impression de gravitation, qu'on appelle la gravitation, est produite par ce champ magnétique dans certaines conditions. Et les conditions de Mercure permettent absolument cet effet de gravitation. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a un champ magnétique de toute façon, hein. Il y a de toute façon un champ magnétique, puisque toute planète, quelle que soit, qu'elle tourne sur elle-même ou pas, c'est un aimant complet avec ces deux polarités magnétiques. Il n'y a pas besoin que le noyau tourne pour qu'il y ait un champ magnétique. La physique va continuer à croire, à s'imaginer que c'est parce que le noyau tourne et qu'il y a un frottement qu'il y a un effet de dynamo et qu'il y a production de, euh, de champs magnétiques. Bon, on peut la laisser avec ces hypothèses. Euh, Ce champ magnétique, on le croit fortuit d'ailleurs. On croit que certaines planètes en ont, certaines planètes en ont pas. Évidemment, toutes les planètes en ont. On s'est aperçu que Jupiter avait un très fort champ magnétique. Il n'y a pas longtemps, en s'approchant de Jupiter, on s'est aperçu que Jupiter avait un très fort champ magnétique. On dit, ah, c'est embêtant ça, on croyait que Jupiter était une planète liquide, mais s'il y a un champ magnétique, c'est qu'il y a un noyau qui tourne, et s'il y a un noyau, c'est que c'est une planète quand même assez solide. Et oui, bien sûr, on nous l'aurait demandé, on l'aurait dit déjà, évidemment, elle a un noyau solide. Si elle n'a pas de noyau, elle ne peut pas tourner sur elle-même. Une masse d'eau ne peut pas tourner sur elle-même. Ça n'existe pas. C'est le noyau, lorsqu'il est solide, qui tourne sur lui-même, en synchronisme avec les autres noyaux du système. Et il ne venait pas nous dire qu'il y a des noyaux qui tournent à des vitesses différentes. Effectivement, en surface, on peut croire que les noyaux tournent à des vitesses différentes. Mais si on va voir les noyaux, alors on s'aperçoit qu'ils sont tous en synchronisme les uns avec les autres. Il n'y a pas d'exception. On s'en apercevra un jour. Ce jour-là, on dira, ah, ils avaient raison, ils avaient raison. Bon, bah oui, c'est comme ça. Les choses mettent du temps à s'intégrer. Mais elles sont quand même expliquées depuis 1955. On a eu le temps de s'en apercevoir. Depuis, on a eu le temps de réfléchir. Depuis, bah, on n'a pas réfléchi parce qu'on continue sur sa lancée. On suit sa route, n'est-ce pas, avec les vieilles théories, avec les vieilles croyances. Et on continue comme ça de complexifier la science en rajoutant des théories les unes aux autres pour arriver à rendre compte des effets nouveaux qu'on observe, alors qu'on tient absolument à garder les anciennes théories. Bon, c'est pour ça que la science physique est une science aussi compliquée aujourd'hui, inextricable, au point que les professeurs qui enseignent la physique quantique, par exemple, la mécanique quantique, disent eux-mêmes qu'ils n'y comprennent rien. Et ils disent il ne faut pas comprendre, le bon sens n'a rien à voir avec l'infiniment petit, il ne faut pas s'occuper de ça. Bah si, si bien sûr, le bon sens a tout à voir avec la science. Si le bon sens n'a plus à voir avec la science, alors ça veut dire que l'épistémologie de la science, qui est complètement fondée sur le bon sens, n'a plus rien à voir avec la science. Et une science sans épistémologie, c'est plus une science, désolé. Oui, donc ça, c'est des petits détails,
des choses. On pourrait trouver 25 exemples comme ça de cas où la physique comprend les choses strictement à l'envers de la réalité, n'est-ce pas? Euh, bon, ça nous reviendra, je reviendrai là-dessus à l'occasion lorsque d'autres exemples me viendront à l'esprit. Pour l'instant, tenons-nous-en là. Le plus important, c'est pas ça. Parce que dans tous les domaines, on va pouvoir prendre toutes les théories les unes après les autres et s'apercevoir que toutes sont à l'envers de la réalité. Ce qui n'empêche évidemment pas de faire des réalisations technologiques. Entendons-nous bien. Il n'y a pas besoin de comprendre les phénomènes pour les reproduire. La science physique se contente de décrire des choses, donc il est possible de reproduire ces processus. Mais ce n'est pas les comprendre pour autant. On peut envoyer des satellites autour de la Terre, ça n'a rien à voir avec un satellite naturel, qui ne sont pas régis par la gravitation. Les satellites que les terriens envoient sont, eux, régis par les lois que l'on croit, auxquelles on croit, qui sont les lois de Newton, la gravitation. Et voilà, et ça fonctionne. Parce que ce n'est pas parce que ces lois sont justes que cela fonctionne, c'est parce qu'on reproduit des observations du comportement des objets de petite taille par rapport à la Terre. On appelle ça la gravitation. Mais bon, comme on a souvent l'occasion de l'expliquer, la gravitation est d'origine purement magnétique, absolument magnétique, et uniquement magnétique. Tous les processus de l'univers, tous les phénomènes de l'univers s'expliquent par le magnétisme, uniquement par le magnétisme. Le fait de ne pas reconnaître le magnétisme comme l'énergie de base, alors que cela est clair et définitif, fait que pour chaque phénomène, on est obligé d'inventer une théorie différente. Une théorie pour la gravitation, mais aussi une théorie pour l'espace, une théorie pour le temps, une théorie pour la conscience, une théorie pour l'atome, une théorie pour les planètes et les étoiles, une théorie pour l'eau, une théorie pour le feu, une théorie, etc., pour les liquides. Que tout ça est une seule et même théorie, une seule et même connaissance. Si on reconnaît que c'est le magnétisme, on s'apercevrait que tout en découle. Le cosmos, comme les atomes, comme l'eau, comme le feu, comme tout ce que vous voulez, les fluides, tous les problèmes physiques se résolvent à partir du moment où on part sur des bases solides. Bon, vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, et nous nous en réjouissons. Mais voilà. En tout cas, des exemples où la physique voit les choses à l'envers, observe les choses et les interprète à l'envers, ils sont légion. On pourrait reprendre toutes les théories et les inverser, et alors on se rendrait compte que ces théories sont toutes absolument cohérentes entre elles, à condition de les inverser. Alors que si on ne les inverse pas, si on les pond à l'envers, comme c'est le cas à l'heure actuelle, eh bien elles sont toutes contradictoires et elles sont toutes incompatibles en fait. Le fait que la Terre tourne est incompatible avec la gravitation, hein. Vous n'avez pas remarqué ça, mais on pourra vous le démontrer. Le fait que le Soleil brille est incompatible avec la gravitation. Le fait, tout est bon, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Bon, on reviendra là-dessus à l'occasion. Merci beaucoup.